problème des patients, ça n'est plus du tout les frustrations sexuelles, ça n'est plus les conflits, comme dans la théorie édipienne classique. Les femmes ne sont plus frustrées, elles ne restent pas vierges jusqu'à 30 ans avant le mariage. Enfin bref, les psychanalystes se sont rendus compte que les patients souffraient beaucoup plus de troubles narcissiques, c'est-à-dire de relations au monde, d'identité, que de problèmes conflictuels. Ça a été une grande bascule, on est passé donc d'Édipe à Narcisse. Et ce concept, au fond, de soi, self, et de gender, permettait non seulement de transformer la question freudienne de la différence des sexes en un débat sur la construction de l'identité et donc du narcissisme, mais de porter un nouveau regard, comme l'a fait ensuite Michel Foucault, à propos de la folie, sur le statut de toutes les différences refoulées, en quelque sorte, par l'histoire officielle. Autrement dit, l'homosexualité, la normalité, les manières de vivre, de punir, de mourir, de soigner les préjugés, etc., l'étude de tous ces phénomènes sont venus de ce déplacement qui s'est produit autour des années 60. Alors en France, je veux quand même en dire un mot pour terminer, après Simone de Beauvoir, c'est Lacan, Jacques Lacan, qui a effectué une refonte de la théorie psychanalytique de la sexualité féminine, 1955-58, en corrigeant complètement la thèse moniste de Freud par une prise en compte de la notion de différence. Il a été à la fois clanien et freudien, mais aussi beauvoirien, mais à sa façon. De même qu'il a revalorisé le modèle édipien classique du conflit contre les théories narcissiques. De même, il a conservé l'idée de la libido unique de Freud, mais en la changeant complètement, c'est-à-dire ce que Lacan a théorisé dans l'idée de cette libido unique phallique, c'est que c'est le langage et non plus la biologie qui est l'instance de division des sexes. Autrement dit, chez Lacan, la libido, c'est d'ailleurs le phallus, devient un pur signifiant de la puissance vitale et de l'énergie désirante, partageant à égalité les deux sexes et exerçant une fonction symbolique. Autrement dit, ce signifiant n'est l'organe de personne, il n'y a pas de libido mâle qui dominerait la condition féminine, la puissance désirante, phallique, n'est plus articulée à l'anatomie, mais au désir, qui structure l'identité sexuelle sans privilégier un genre au détriment de l'autre. Donc Lacan a à la fois fait la synthèse des théories en présence et changé complètement la perspective. D'où sa formule célèbre, qui a été commentée dans tous les sens, « la femme n'existe pas ». Ça voulait dire, non pas que la femme n'existe pas, non pas que les femmes n'existent pas, ça voulait dire la notion de femme de toute éternité ancrée dans la nature n'existe pas. Il reprenait en fait on ne naît pas femme, on le devient sous une autre forme. Les aphorismes et les formules sont toujours très simples. Elle a fait beaucoup couler d'encre, bien sûr, puisque les féministes l'ont entendu de diverses façons. Pour les unes, c'est on n'existe pas, donc Lacan est misogyne. Pour la grande psychanalyste féministe Juliette Mitchell, ça a été entendu de façon différente dès que Lacan l'a formulé. C'est pour ça qu'elle est devenue lacanienne alors qu'elle était marquée par l'école anglaise. Et je vous rappelle que Juliette Mitchell, qui a toujours été une militante du féminisme, des droits de l'homme et surtout des mouvements de libération des minorités et des Noirs, elle a entendu cette formule comme « nous n'avons jamais accédé à l'existence » et il faut devenir lacanien, je résume, pour comprendre que maintenant nous allons exister. Si la femme n'existe pas, alors nous allons exister en tant que les femmes. Alors ça a suscité un formidable débat, donc vous voyez, ça peut être lu dans tous les sens. Mais Lacan soulignait quand même que quand il avait
amené cette formule, le mot femme ne pouvait s'écrire qu'avec L-A majuscule et L-A barré, disait-il. Donc, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. D'où l'idée que la prétendue nature éternelle et sacrée de la femme n'était rien d'autre qu'une construction fantasmatique servant à une certaine idéologie et surtout, disait-il, à méconnaître l'inconscient. Chez Lacan, marqué par Georges Bataille, par l'idée de Barbodite, la différence existe bien sûr. Mais loin de résider dans l'autre sexe, elle serait plutôt, c'est ça la théorie qu'il va amener, une altérité absolue ou un réel impossible à symboliser, ce que Lacan appelle un supplément qui ne suppose aucune complémentarité. Autrement dit, ce que Lacan apporte dans la théorie de la sexualité féminine, c'est qu'il n'y a pas de complémentarité entre les deux sexes. Que, disons, c'est un rapport de dissymétrie. Autrement dit, sur le plan politique, bien sûr, il y a égalité, sur d'autres plans, il y a égalité, mais c'est distordu. Alors, c'est une théorie très bataillenne, hein. C'est l'idée qu'il y aurait un supplément féminin, une jouissance spécifiquement féminine. Je rappelle que c'est à partir de là qu'il a compris qu'il pouvait y avoir des perversions chez les femmes. C'était aussi un très grand débat. Hein. Les femmes peuvent être perverses ou est-ce que seulement les hommes le sont? Puisque, en fait, dans la réalité, on ne voyait que des hommes pervers. Donc, indicible et infini, cette particularité, ce supplément, se déchiffre et s'éprouve comme le montre, et Lacan était passionné par les extases des femmes mystiques, perdues dans la contemplation de Dieu. Il a théorisé une spécificité de la jouissance des femmes, je dirais la folie des femmes, hein, dans l'expérience mystique. Et il la distinguait de la simple position phallique, plus limitée et propre à l'identité sexuelle masculine. Ça aussi, ça a été un débat qui a d'ailleurs occasionné à l'intérieur de l'Église des grands débats pour savoir si les femmes mystiques étaient différentes des hommes mystiques, hein, puisqu'il y avait quand même des caractéristiques très particulières des femmes mystiques. Et donc, voilà. Je vais donc m'arrêter là pour conclure en disant que les théories psychanalytiques sur la famille, le psychisme, l'homosexualité, donc je n'ai pas abordé, mais il faudrait aussi aborder, et la différence des sexes, évoluent toujours à l'intérieur du mouvement en fonction de la transformation de la société elle-même et en fonction des autres débats dont elle se nourrit. Je vous remercie. Ah bon, et c'est vrai. Je me suis trompé entre père et fils, mais ça arrive. Surtout pour un anthropologue. Alors donc, c'est bien. Et c'est un très beau démarrage freudien, vous voyez. Alors voilà les 4 thèmes, passons sur ces incidents. Voilà les 4 thèmes que je voudrais vous analyser. Premièrement, le fait que dans beaucoup de sociétés, pas forcément dans la nôtre actuellement, moderne, etc., il y a la distinction entre masculin et féminin déborde le monde humain. Et c'est une division cosmique. Donc le soleil, la lune, etc. Si vous êtes transféré ailleurs, en Indonésie ou ailleurs, le monde masculin-féminin, c'est ça. C'est la société, mais c'est le monde entier qui est caractérisé par cette opposition. Le deuxième fait qui est très important quand même, c'est qu'au cœur des rapports entre les sexes existent des noyaux de pensée imaginaires qui vont donner naissance, je vais vous expliquer, à des pratiques symboliques, des rites, etc., qui constituent des rapports sociaux entre les sexes et qui constituent pour les individus qui vivent ces rapports, qui sont dans ces rapports, des sortes d'évidence, de vérité visible, que les femmes sont inférieures aux hommes, etc., d'évidence vécue. Mais si vous ne faites pas attention au contenu imaginaire de ces rapports, vous allez manquer quelque chose. Le troisième fait que vous connaissez, c'est que dans toutes les sociétés où il existe une inégalité entre les sexes, on sollicite les différences
anatomique et physiologique entre les corps sexués des hommes et des femmes pour légitimer un ordre social qui est toujours un ordre entre les sexes et un ordre sexuel. Les gens ont un pénis, les autres ont un vagin, les hommes n'ont pas de sein, etc. Les femmes ont du lait. Ça sert beaucoup pour justifier des inégalités qui n'ont rien à voir avec le sexe, le fait qu'on ait un corps sexué. Quatrième fait à commenter, et ça, vraiment, ça nous touche directement, vous allez voir. Surtout, ne croyez pas que dans notre société, comme dans les sociétés dites primitives, je mets des guillemets, la famille et les rapports de parenté soient le fondement de la société. La famille, nulle part, n'est le fondement de la société. Alors ça va vous choquer un peu, c'est bon pour votre vie d'être né dans une société, de vous être formé, d'avoir une identité, mais c'est pas la famille qui vous donne un portable, une école, un aéroport, etc., une identité globale d'être français, etc. Donc faites attention là-dessus, mais évidemment dans la famille se jouent les rapports hommes-femmes très importants. Donc il faudra chercher, alors ce qu'il donne, si ce n'est pas la famille, et peut-être même si ce n'est pas les modes de production, comme disaient les marxistes, il faudra chercher un peu ce qui vous donne à vous, à moi, à tout le monde, quel que soit notre sexe, une identité globale, fondamentale. Ça, c'est très important. Alors, je prends le premier point, c'est-à-dire la distinction entre le masculin et le féminin. Donc, chez les gens chez lesquels je vivais en Nouvelle-Guinée, dans la haute montagne, dans la jungle, si vous voulez, des gens qui avaient été contactés par les Européens 7 ans avant mon arrivée. Donc, vous voyez que c'était assez extraordinaire comme expérience. Et quelques 10 ans avant, ils avaient abandonné leurs outils de pierre et ils avaient tous, quand je suis arrivé, des outils d'acier, achetés bien sûr aux Européens. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre tout de suite. Le soleil et la lune s'opposent, ce sont des dieux, des divinités. Alors du côté du soleil, vous avez le jour, vous avez le chaud, vous avez le sexe, le sperme, la couleur rouge, les initiations masculines. Lune, je dirais lune parce que c'est pas la lune, c'est lune comme divinité, c'est du côté de la nuit, c'est du froid, c'est l'humide, c'est le sang menstruel, c'est la couleur mauve, c'est les initiations féminines, etc. Donc déjà, vous voyez qu'au niveau qu'on appellerait imaginaire et idéologique, vous avez une opposition et une relation double d'opposition et de complémentarité entre ces idéalités qu'on appelle le soleil et la lune, et en même temps vous avez un rapport hiérarchique. Donc déjà vous avez 3 relations, si vous voyez, complémentarité, opposition et hiérarchie. Pourquoi? Parce que dans la mythologie, et dans la vie aussi, le soleil est supérieur à la lune. Bon, maintenant si vous êtes initié, et moi j'ai été initié jusqu'à un certain point chez les hommes, les grands initiés vous expliquent, mais les femmes ne savent pas, que, en fait, l'une n'est pas une femme, n'est pas masculine. Soleil et lune, ce sont un frère aîné et un frère cadet, et donc vous trouvez une hiérarchie, bien sûr, entre aîné et cadet, et ils ont réussi, les grands initiés, à virer le féminin du sommet. Hein, il n'y a plus que du masculin. Donc, elle est directrice de recherche à l'Institut Pasteur à Paris. Elle a notamment publié, entre autres ouvrages, vous retrouverez ça dans le programme, un livre qui s'intitule « Cerveau, sexe et pouvoir » chez Belin en 2005, et « Féminin, masculin, mythes et mythologie ». Comme Rezamir Samli, elle va se servir du PowerPoint, et donc je lui cède la parole. Je crois que vous dites que c'est ça qu'on baisse un petit peu la lumière pour que vous puissiez voir votre écran. Si je parle comme ça, on m'entend. Bonjour, et c'est en tant que neurobiologiste que j'interviens cet après-midi, c'est-à-dire en tant que représentante des sciences dures, pour débattre avec vous de cette question, le cerveau a-t-il un sexe? Et donc nous allons voir qu'en fait, il n'existe pas de réponse simple à cette question, et ce parce que le cerveau n'est pas un organe comme les autres, puisque c'est le siège de la pensée. Et pour que cette pensée émerge, le cerveau a besoin, dans son développement, d'être stimulé par l'environnement. Donc on voit bien que derrière cette interrogation du sexe du cerveau,
en fait, se trouve une question fondamentale qui est celle de déterminer quelle est la part de l'inné et de l'acquis dans les comportements humains. Donc là, c'est un questionnement fondamental qui occupe bien sûr les philosophes, et qui a occupé les philosophes et les scientifiques depuis des siècles. Et nous allons voir ensemble que c'est un sujet qui est particulièrement propice à l'idéologie et dont d'ailleurs les médias raffolent. En voici quelques exemples de grands titres parus récemment dans la presse. La science montre que les hommes et les femmes pensent différemment. Si je suis bête, c'est de la faute à maman. N'est-on homosexuel? Pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire une carte routière? Et bien sûr, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Donc, je vous propose d'examiner ensemble sur quelles données sont basées ces déclarations, ce qui va nous permettre de faire la part de ce qui relève de la science et d'autre part de ce qui relève de l'interprétation. Alors avant de plonger dans la science contemporaine, on va faire un petit détour par le 19e siècle, à la grande époque de la craniométrie. Les médecins neurologues de cette époque étaient passionnés par l'étude des relations entre l'intelligence et le volume du cerveau. Et il faut bien dire que la plupart d'entre eux étaient persuadés qu'il était absolument naturel que les hommes aient un cerveau plus gros que celui des femmes, les blancs plus gros que celui des noirs et les patrons plus gros que celui des ouvriers. Alors, un neuroanatomiste français très connu, Paul Broca, a largement contribué à défendre ces thèses. Il a mesuré et pesé des tas de cerveaux d'hommes et de femmes et il a montré qu'en moyenne, il y avait une différence de 150 grammes entre les deux. Or, il faut bien remarquer qu'à l'époque, on savait qu'il existe un rapport entre la taille du cerveau et la carrure. Bien sûr, les femmes sont un peu plus menues que les hommes en moyenne, mais ce point-là n'a pas vraiment intéressé Paul Broca, puisqu'il déclarait « On s'est demandé si la petitesse du cerveau de la femme ne dépendait pas exclusivement de la petitesse de son corps. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme. Il est donc permis de supposer que la petitesse relative du cerveau de la femme dépend à la fois de son infériorité physique et de son infériorité intellectuelle. » De toute façon, cette histoire des relations entre taille du cerveau et intelligence est complètement vaine, sachant qu'il n'existe aucun rapport entre les deux. Et ce phénomène était déjà bien connu au XIXe siècle, puisqu'il y a un certain nombre d'hommes célèbres ont donné leur cerveau à la science, et c'est comme ça qu'on a pu se rendre compte que le cerveau d'Anatole France pesait 1 kg, que celui du poète russe Tourgueniev pesait 2 kg, 1 kg de différence, c'est pas mal. En plus, Anatole France n'était pas un petit nain, et Tourgueniev n'était pas un géant. Pour la petite histoire, le cerveau d'Einstein pesait 1,250 kg, c'est-à-dire 10% moins qu'une moyenne, en gros, qui tourne autour de 1,350 kg. Donc, ce qui est intéressant dans tous ces chiffres, c'est qu'ils vous donnent une idée d'un phénomène qu'on va revoir tout à l'heure, qui est cette notion de variabilité individuelle dans la taille du cerveau. Enfin, de toute façon, ce qui est évident, c'est qu'en matière d'intelligence, ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais bien la qualité des connexions entre les neurones. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, on aurait pu croire que le débat soit clos quand même, eh bien non. En 1992, un article est soumis à la très célèbre revue scientifique qui s'appelle Nature, et cet article était basé sur des données tirées des archives de l'armée américaine et qui concernaient la taille des casques, la carrure des uniformes et le poids de 6000 sujets enrôlés dans l'armée, et les mesures montraient qu'en moyenne, la capacité crânienne est supérieure chez les Américains asiatiques comparativement aux Blancs et aux Noirs, chez les hommes comparativement aux femmes, et chez les officiers comparativement aux soldats. Et la conclusion de l'auteur, c'est que son étude montre que le volume du crâne est proportionnel au quotient intellectuel. Comme quoi, vous voyez, les idées du 19e siècle ont vraiment la vie dure. Et j'ajouterais que cet article a été refusé par la revue Nature parce qu'il n'était pas, disons, ni politiquement ni scientifiquement correct, mais néanmoins, il a été publié dans une autre revue scientifique internationale. Alors, on va revenir à des considérations un petit peu plus scientifiques.
Il est évident qu'il existe des différences entre les cerveaux des hommes et des femmes, comme il existe des différences entre les cerveaux des mâles et des femelles, puisque le cerveau contrôle les fonctions de reproduction qui sont bien évidemment différentes. Alors, c'est au stade fœtal que s'effectue ce qu'on appelle la sexualisation du cerveau, avec donc très tôt la formation chez le fœtus des organes sexuels, lesquels vont fabriquer des hormones. Ces hormones vont être libérées dans le sang et ainsi le cerveau de l'embryon va pouvoir être imprégné par ces hormones. Une des régions les plus sensibles à l'action des hormones dans le cerveau s'appelle l'hypothalamus. C'est situé ici, à la base du cerveau, près de la glande hypophyse. Et par exemple, chez la femme, on peut observer une activité périodique des neurones de l'hypothalamus en fonction du cycle, et on n'observera pas ce phénomène chez les hommes. Donc, différence entre les cerveaux, certes, dans tout ce qui concerne les fonctions physiologiques associées à la reproduction. En 1991, paraît dans la revue Science, une autre revue scientifique très réputée, un article fait par des anatomistes américains et qui comparait l'hypothalamus entre les hommes et les femmes et aussi entre les hommes homosexuels. En l'occurrence, dans cet hypothalamus que vous voyez ici, il y a des petits amas de cellules, des petits amas de neurones. Et un de ces petits amas de neurones a été mesuré et on s'est aperçu que chez les hommes hétérosexuels, le volume était de 100 microns. 100 microns, c'est 1/10 de millimètre. Alors que chez les femmes et les hommes homosexuels, il était de 50 microns. Tout à l'heure, on disait qu'à 1 kilo près, ça ne changeait pas grand-chose pour les fonctions, pour le fonctionnement du cerveau. Là, nous sommes à 50 microns. Et la conclusion de cet article était que ces données montrent qu'il existe un substrat biologique à l'orientation sexuelle. Alors, on peut dire que la communauté scientifique n'a pas été très d'accord avec cette interprétation, non seulement pour des raisons idéologiques, mais aussi parce que, sur le plan scientifique, il y avait des biais méthodologiques très importants, à savoir que les cerveaux des homosexuels qui avaient été mesurés, c'était des cerveaux qui étaient conservés dans le formol, ces cerveaux appartenaient à des personnes qui étaient mortes du sida. Or, on sait que le virus du sida pénètre dans le cerveau et il produit des lésions, ce qui fait qu'on ne peut pas comparer, si on veut être un petit peu rigoureux scientifiquement, des cerveaux de personnes mortes du sida avec des cerveaux de personnes mortes d'autres causes. Alors, en 1984, ça c'était en 91, en 93, on a eu une autre publication dans la revue Science, cette fois-ci qui prétendait qu'il existerait un gène associé à l'homosexualité. Depuis, cet article a été complètement contredit et démenti, toujours dans des articles parus dans la revue Science, mais cette histoire du gène de l'homosexualité a eu tellement de succès que, hélas, il traîne toujours encore dans les esprits. Enfin, on peut dire que, de toute façon, si on veut faire le bilan de toutes ces études, à l'heure actuelle, il n'existe aucune donnée scientifique, qu'il s'agisse du cerveau, des gènes ou des hormones, qui laisse penser qu'il existerait une base biologique à l'homosexualité. On continue avec les idées reçues, avec la théorie des deux cerveaux. C'est une théorie qui a été lancée il y a déjà longtemps, en 1968, pour nous c'est un peu long. Et d'après cette théorie, l'hémisphère gauche donc serait spécialisé dans le langage et le raisonnement analytique, tandis que l'hémisphère droit, lui, serait spécialisé dans la représentation dans l'espace et les émotions. Alors à partir de là, le pas a été très vite franchi pour attribuer des différences psychologiques entre hommes et femmes à des différences entre hémisphères. C'est-à-dire qu'on l'a dit, les femmes ont un cerveau gauche plus développé, c'est pour ça qu'elles sont meilleures dans le langage, alors que les hommes ont un cerveau droit plus développé, ce qui leur permet de mieux se repérer dans l'espace. Donc il faut bien voir que cette théorie, depuis, a été complètement balayée, mais littéralement, le mot est juste,
balayée grâce en fait aux nouvelles techniques d'exploration du cerveau et en particulier les techniques d'imagerie cérébrale comme l'IRM qui désormais permettent de voir le cerveau vivant en train de fonctionner. Et par exemple, grâce à l'IRM, on peut se rendre compte qu'il n'existe pas une seule aire du langage dans l'hémisphère gauche. Il existe en l'occurrence une dizaine d'aires cérébrales qui sont réparties sur les deux hémisphères. Certains individus ont une prédominance à gauche, mais il y a aussi des individus qui ont une prédominance à droite, et cela indépendamment du fait d'être gaucher ou droitier. Donc ce qui est important de noter, c'est que l'IRM a permis de montrer précisément qu'une fonction n'est jamais localisée dans une seule région. Autre idée reçue concernant l'anatomie du cerveau, les femmes sont plus douées pour faire plusieurs choses à la fois, comme on sait, elles sont multitâches, car la communication entre les deux hémisphères est plus développée chez elles que chez les hommes. Alors même démarche, on essaye de voir, de faire une recherche bibliographique pour savoir d'où vient ce genre de déclaration. En fait, tout ça date de 1982, c'est encore un peu loin. Une étude donc, qui a été publiée dans la revue Science et qui montrait que le corps calleux, c'est ce faisceau de fibres nerveuses qui relie les deux hémisphères. Donc le corps calleux était plus épais chez les femmes que chez les hommes. Et l'étude avait été faite chez qui ont été publiés sur la question. Et surtout, les nouvelles études anatomiques qu'on a pu faire sur cette question utilisaient l'imagerie cérébrale, qui est une méthode bien plus précise que des mesures faites sur des cerveaux formolés. Et le bilan donc de cette étude, on appelle ça une méta-analyse, qui a rassemblé les résultats de 50 études publiées entre 82 et 97, et cette fois-ci concernant 2000 sujets, ce qui est quand même mieux que 20, montre que, statistiquement parlant, il n'existe pas de différence significative entre les sexes quant à l'épaisseur du corps calleux. On continue avec les idées reçues. Les femmes sont plus douées pour le langage que les hommes, évidemment, car elles utilisent leurs deux hémisphères pour parler. Même démarche, recherche bibliographique, et en fait, on s'aperçoit que cette fois-ci, l'étude date de 1995, elle a été publiée dans Nature. Et cette étude donc utilisait l'IRM chez des patients qui, non pas chez des patients, chez des personnes normales, entre guillemets, chez 20 sujets auxquels on faisait faire passer un test de langage. Et on s'aperçoit dans cette expérience que les hommes, dans ce test de langage bien précis, les hommes activent un hémisphère et les femmes en activent deux. Donc c'est un résultat intriguant, et depuis, de nombreuses équipes se sont penchées sur la question de la répartition des aires du langage entre les hommes et les femmes. Et en 2004, donc à nouveau, une méta-analyse a été publiée qui concernait cette fois donc 700 sujets hommes et femmes, qui montre, on revient toujours au même résultat, que statistiquement parlant, on ne peut pas observer de différence entre les sexes dans la répartition des aires du langage. Et on se rend bien compte que dès qu'on a affaire à un nombre important de sujets, en fait, les différences entre les sexes se trouvent gommées. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'elle a montré aussi qu'il existait une très grande variabilité dans la répartition des aires du langage entre les individus. Autre exemple de variabilité dans le fonctionnement du cerveau, cette fois-ci on a demandé à des sujets de faire un calcul mental. Donc en haut vous avez des cerveaux de 4 femmes différentes, en bas des hommes, et il faut bien noter que tous les sujets avaient réussi aussi bien le test de calcul mental. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que certaines femmes, pour faire ce calcul mental, activent plutôt des régions frontales, d'autres plutôt des régions postérieures, et cette variabilité dans l'activation du cerveau se retrouve également chez les hommes. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que pour arriver à un même score, chaque individu a sa propre façon d'activer son cerveau, ce qui correspond à autant de stratégies différentes pour réaliser le calcul mental. Et cet exemple donc, vous montre bien qu'en fait, la variabilité entre les individus d'un même sexe finit par dépasser la variabilité entre les sexes. Alors cette variabilité-là, dont on peut observer dans le fonctionnement des cerveaux, cette variabilité, elle existe aussi dans l'anatomie du cerveau.
Ici, vous avez donc des images en IRM de cerveaux de personnes vivantes, hein, ce n'est pas des cerveaux conservés en formol, et on voit que chez tous les individus, en fait, personne n'a exactement le même dessin des circonvolutions, que également le cheminement des vaisseaux sanguins est différent entre les individus. Et j'espère que tout ça va dans le sens de vous convaincre que nous avons effectivement tous des cerveaux différents. Et c'est pour ça que si l'on fait le bilan des milliers d'études en IRM qui ont été faites depuis 10 ans, seulement une dizaine ont montré des différences entre les sexes. Donc le point pertinent maintenant, c'est de se demander d'où vient cette variabilité entre les individus. Notre cerveau, comme vous le savez, est constitué de cellules qu'on appelle des neurones. Ils sont au nombre de 100 milliards, hein, c'est quand même pas mal, c'est plus que le nombre d'étoiles dans la galaxie, comme on dit. Et ces neurones sont connectés entre eux par ce qu'on appelle des synapses, qui sont de l'ordre de 1 million de milliards. Or, 90% des synapses vont se fabriquer après la naissance. C'est-à-dire qu'à la naissance, le petit bébé humain a un stock définitif de neurones, hein, il a ses 100 milliards, il n'en aura pas plus, les neurones cessent de se multiplier à la naissance, mais le cerveau du bébé humain, comme on le sait, est loin d'être terminé, seulement 10% des synapses sont présentes et les 90% vont se fabriquer après, et c'est précisément sur la formation de ces circuits de neurones que l'apprentissage et l'expérience et l'environnement vont jouer un rôle très important. Et on utilise le terme de plasticité cérébrale pour décrire cette propriété du cerveau à se modeler en fonction de l'expérience vécue. Alors cette plasticité cérébrale, elle est très développée chez l'enfant, mais elle existe aussi chez l'adulte. Et nous allons en voir quelques exemples. Alors, premier exemple, le cerveau des pianistes. En général, les spécialistes de l'IRM adorent prendre comme cobayes des musiciens professionnels parce que ce sont des personnes qui, dès la plus tendre enfance, ont pratiqué de façon intensive un instrument et continuent à le faire à l'âge adulte. Et là, en l'occurrence, chez les pianistes, on peut s'apercevoir qu'il existe un épaississement des régions du cortex cérébral qui contrôlent la coordination des doigts, la vision et l'audition. Et chose très intéressante, ce phénomène d'épaississement est proportionnel au temps consacré à l'apprentissage du piano pendant l'enfance. Autre exemple de plasticité, cette fois-ci à l'âge adulte, on a demandé à des étudiants d'apprendre à jongler avec 3 balles, ce qui n'est pas un exercice forcément facile. Au bout de 3 mois, ils arrivent à jongler, on regarde dans leur cortex et on s'aperçoit qu'il y a un épaississement des régions qui contrôlent la vision et la coordination motrice. Et si ces personnes cessent de s'entraîner à jongler, ils vont perdre leur habileté. Et à ce moment-là, il y a une régression des zones qui étaient auparavant épaissies. Autre exemple, là encore de plasticité, cette fois-ci toujours des étudiants. Hein. Là, c'est des étudiants en médecine qui ont dû pendant 3 mois avoir un apprentissage intense de matières comme la biologie, la chimie et la physique pour passer leur examen. Et on s'aperçoit que 2 jours après l'examen, il y a eu un épaississement des régions impliquées dans l'apprentissage et la mémoire. Et cet épaississement se retrouvait toujours après les vacances, ce qui témoigne du fait que ces étudiants ont gardé en mémoire tout ce qu'ils avaient appris. Alors maintenant, on va passer à un exemple de plasticité cérébrale dans des cas plus dramatiques, des cas pathologiques. Et là, il s'agit d'enfants souffrant d'épilepsie intraitable. Épilepsie intraitable, ça veut dire qu'ils résistent à tous les médicaments. Et ces enfants peuvent faire une crise d'épilepsie toutes les 10 minutes, ce qui est absolument insupportable. Et la seule façon de les soulager, c'est carrément de leur enlever un hémisphère cérébral. Alors, à l'heure actuelle, il existe une vingtaine de cas comme ça qui ont été décrits. Ils ont été décrits au Canada et en Amérique du Nord. Et après l'ablation de l'hémisphère, bien sûr, il y a de gros handicaps, mais ensuite, ces enfants sont soumis à des rééducations intensives et progressivement, ils récupèrent, ils vont pouvoir suivre une scolarité normale. Et finalement, si vous les croisez dans la rue, vous ne
ne savez pas qu'ils n'ont qu'un seul hémisphère, enfin, ils ont une vie professionnelle et privée, ils peuvent se marier et avoir des enfants. Donc c'est une récupération absolument spectaculaire. Alors ça, ce sont les cas américains, si j'ose dire, mais nous avons notre cas français depuis quelque temps. Vous avez peut-être vu ces photos absolument extraordinaires qui sont parues dans les journaux. Il s'agit d'un patient, un homme de 44 ans, marié, père de 2 enfants et menant une vie professionnelle normale, qui est venu consulter à l'hôpital de la Timone, à Marseille. Il se plaignait d'une faiblesse de la jambe. Et l'examen IRM a montré qu'en fait, sa boîte crânienne est essentiellement remplie de liquide, ce qu'on appelle du liquide céphalorachidien, c'est un liquide intracrânien, et que le cerveau est en fait aplati sur les parois du crâne. Et en fait, ce patient souffrait d'hydrocéphalie depuis l'enfance. Dans ce cas d'hydrocéphalie, il y a un excès de liquide, donc on pose un drain à la base du crâne. Or, ce drain s'est bouché, et progressivement, sous la pression du liquide, le cerveau a été refoulé sur les parois. Et tout ça s'est passé sans aucune modification du fonctionnement cérébral, sans que le patient s'en doute, et sans que sa vie personnelle soit modifiée. Donc, vous voyez, c'est un très bel exemple de plasticité cérébrale. Autre exemple de plasticité, cette fois-ci à des âges plus avancés, quand on est dans des âges à risque d'accident vasculaire cérébral. Et là, c'est un patient qui a eu un accident dans l'hémisphère droit, ce qui a entraîné une paralysie de la main gauche. Donc après cet événement, donc, on soumet la personne à une rééducation. 1 mois après la rééducation, la personne arrive tout juste à bouger un petit peu les doigts de la main, et on s'aperçoit que pendant qu'il fait ça, c'est en fait l'hémisphère de l'autre côté qui s'active. Au bout de 2 mois, ça va de mieux en mieux, et l'activité se déplace légèrement vers la droite, et au bout de 3 mois, quand il a complètement récupéré, l'activité est revenue comme avant. C'est-à-dire qu'en fait, de façon temporaire, on s'aperçoit que c'est l'hémisphère de l'autre côté qui a pris le relais de l'hémisphère d'origine. Donc, maintenant que vous savez tout sur la plasticité cérébrale, qui fait que l'expérience, qu'elle soit concrète ou abstraite, modifie la structure et le fonctionnement des circuits de neurones, vous pouvez donc mesurer l'importance de l'environnement socioculturel dans les différences d'aptitudes et de comportement entre les sexes. Alors, qu'en disent les psychologues? Alors, certains tests psychologiques montrent que les femmes sont meilleures dans des tests de perception visuelle ou dans des tests, comme on dit, de fluence verbale, où il faut énoncer un maximum de mots commençant par la même lettre, alors que les hommes sont plutôt meilleurs dans des tests où il faut, de façon mentalement, bouger un objet dans les 3 dimensions de l'espace, et ils sont aussi meilleurs pour viser une cible. Alors, comment interpréter ces différences de performance? Premièrement, le fait de voir des différences de performance ne permet en aucun cas d'en déduire quelle est leur origine. Quelle est leur origine? Est-elle innée ou est-elle acquise? On ne peut pas le savoir. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que ces différences en question ne sont détectées qu'à partir de l'adolescence. Ensuite, elles sont susceptibles de disparaître avec l'apprentissage, c'est-à-dire si vous faites subir les tests en question au sujet pendant 1 semaine d'affilée, au bout d'un certain temps, les scores vont s'égaliser. Et aussi, on a pu observer que ces différences étaient plus marquées chez les Américains blancs comparativement aux Noirs et aux Asiatiques, ce qui montre bien que la culture et l'éducation ont quelque chose à voir là-dedans. Et c'est d'ailleurs bien ce que montrent les sociologues, qui font remarquer que, en tout cas dans nos sociétés, les petits garçons évoluent davantage dans la sphère publique, c'est-à-dire qu'on les laisse plus facilement aller jouer dehors, ils seront incités à pratiquer des sports collectifs de plein air comme le football, et le football, c'est un exercice idéal pour apprendre à se repérer dans l'espace quand on est jeune. Et par contre, les filles, elles restent davantage dans la sphère privée, elles restent davantage donc à la maison, qui est une situation plus favorable pour développer le langage, communiquer ses émotions.
Alors, autre idée reçue sur l'origine des différences entre les hommes et les femmes, la préhistoire où on connaît bien le scénario, hein, l'homme chasseur valeureux, guerrier musclé va très loin chercher le mammouth, il part à la guerre et donc il a besoin de se repérer dans l'espace, alors que la femme, elle, reste dans la caverne à s'occuper des enfants et à s'exercer au langage. Donc, quand on a ce genre de déclaration, enfin, c'est une vision très théorique, parce que quand on demande aux spécialistes de la question, en l'occurrence aux préhistoriens, les préhistoriens vous diront qu'il n'existe aucune donnée expérimentale, qu'il s'agisse de vestiges divers et variés, de statuettes, de peintures rupestres ou autres, qui permettent de reconstituer quelle était la vie sociale de nos ancêtres, et encore moins quelle était la répartition des tâches entre les hommes et les femmes. Mais dans le domaine de la préhistoire, il y a toujours, même maintenant, toujours beaucoup d'idéologies, avec les uns qui ont cette vision très conservatrice de la famille avec l'homme fort et la femme fragile, et d'autres féministes un peu radicaux, ou radicales plutôt, qui considèrent que c'est les femmes qui auraient permis au néolithique la paix sociale et l'instauration de l'agriculture. Alors, on va passer un petit peu maintenant sur un sujet dont on parle beaucoup, les hormones et le comportement sexuel. Alors, chez les animaux, les hormones jouent un rôle déterminant sur le cerveau, parce que c'est précisément l'action de ces hormones qui va permettre les comportements de rut et d'accouplement qui correspondent aux périodes d'ovulation et de réceptivité de la femelle. Mais chez l'humain, comme vous le savez, il existe une dissociation totale entre sexualité et reproduction. C'est-à-dire que les hormones n'ont aucun rôle quant au moment d'y rencontre, ni quant au choix du partenaire. Et d'ailleurs, les personnes homosexuelles, hommes ou femmes, n'ont aucun trouble hormonal. Les délinquants sexuels non plus. Les délinquants sexuels ne fabriquent pas plus de testostérone qu'un non-délinquant sexuel. Alors on entend aussi souvent dire que ces hormones, elles seraient responsables de nos variations d'humeur, de la nervosité, de l'agressivité, de la dépression, etc. Alors dans ce genre de déclaration, en fait, il faut distinguer deux types de situations. Il y a des situations qu'on va qualifier de bouleversements physiologiques, tels que la grossesse, la ménopause ou certaines pathologies hormonales, des traitements contre la stérilité ou contre certains cancers, où effectivement on peut observer une corrélation entre hormones et fluctuations d'humeur. Mais par contre, dans des conditions physiologiques normales, il n'existe aucune donnée scientifique rigoureuse qui montre un quelconque rôle déterminant et causal des hormones dans les fluctuations d'humeur. Alors pourquoi est-ce que l'être humain, en fait, échappe à la loi des hormones, contrairement aux animaux? La raison tient à l'évolution, et cette évolution, en fait, a doté l'Homo sapiens d'un cerveau unique en son genre, avec en particulier le développement exceptionnel de ce qu'on appelle le cortex cérébral. En fait, ce cortex cérébral, il s'est tellement développé qu'il a dû se plisser pour arriver à tenir dans la boîte crânienne. Alors, grâce à des méthodes informatiques, on est capable de modéliser le cortex cérébral. Vous avez ici un cerveau dans le formol, et là, un cerveau modélisé. Et si vous le dépliez virtuellement, ce cerveau modélisé, vous apercevez que la surface du cortex est en fait de 2 mètres carrés pour une épaisseur de 3 mm. Encore quelques chiffres. Ce cortex cérébral humain, donc, il occupe les 2/3 du cerveau. Dedans sont concentrés les 3/4 des synapses, et sa surface est 10 fois plus étendue que chez le singe. Et c'est ça qui fait dire aux spécialistes de l'évolution que c'est précisément l'extension de surface du cortex cérébral humain qui distingue l'homme des autres espèces. Alors dans ce processus de développement du cortex, il y a une région particulière qui s'appelle la région préfrontale, qui s'est développée beaucoup plus que chez les autres mammifères vertébrés. Et ce cortex préfrontal
est totalement associé à l'émergence des fonctions cognitives supérieures, telles que les capacités de raisonnement, de conscience, les capacités de se projeter dans l'avenir, la pensée abstraite, l'imagination. Et en fait, ce cortex préfrontal, en quelque sorte, supervise tous nos instincts fondamentaux. Supervise nos instincts fondamentaux, c'est-à-dire que c'est grâce au cortex préfrontal que l'homme peut dire demain je fais la grève de la faim, demain je me suicide ou demain je rentre au couvent. Et chose très intéressante, ce cortex préfrontal est très peu sensible à l'action des hormones. Et c'est ça qui explique pourquoi, grâce à ce développement du cortex, l'homme a pu se libérer des lois dictées par les hormones et par les gènes. Il faudrait conclure. Je vais conclure. C'est François Jacob qui va conclure, qui disait, ou presque, qui disait, et c'est toujours valable, comme tout organisme vivant, l'être humain est génétiquement programmé, mais il est programmé pour apprendre. Et ça, c'est quelque chose dont il faut toujours se souvenir. Alors, je terminerai par un événement qui s'est passé en 2005. En janvier 2005, le président de l'université de Harvard, lors d'un conseil d'université, a déclaré que la faible représentation des femmes dans les matières scientifiques s'explique davantage par leur incapacité innée à réussir dans ces domaines que par le jeu de discrimination. Alors bien sûr, les féministes américaines n'étaient pas contentes, d'autres gens n'étaient pas contents non plus, mais un certain nombre de scientifiques sont quand même montés au créneau pour soutenir ce fameux Larry Summers. Et les arguments qu'ils ont avancés pour dire que oui, il y a une base biologique à tout ça, l'argument c'était l'argument du corps calleux, l'argument du cerveau gauche et droite, ou l'argument de la préhistoire. Alors, c'était quand même assez excessif. Finalement, l'aspect positif de tout ça, d'une part, c'est que Larry Summers n'est pas resté à son poste, et surtout, il a d'ailleurs été remplacé par une femme, et que surtout, les académies des sciences et de médecine des États-Unis donc ont été sollicitées pour faire une sorte de bilan de l'ensemble des travaux sur la question. Et leur rapport est paru en septembre 2006, et ce rapport stipule, donc là c'est très clair, que les études sur la structure et le fonctionnement du cerveau, l'influence des hormones et l'évolution de l'espèce humaine ne montrent pas de différence significative entre les sexes dans les aptitudes cognitives qui pourraient expliquer la sous-représentation des femmes dans les professions scientifiques. Cette situation est le résultat de facteurs individuels, sociaux et culturels. Vous voyez, il fallait en arriver là pour qu'on ait un rapport qui nous explique clairement ce dont il ressort. Donc, je crois que je dois conclure, c'est-à-dire que je ne vous parlerai pas du gène de la fidélité. Non. Je nous préserve. Je peux ou pas? Ça va être rapide. Cette démagogie. C'est odieux. Alors vraiment, 20 secondes. Non, c'est pour rendre hommage aux campagnols. Des petits rongeurs sauvages. Des petits rongeurs sauvages, il existe deux espèces de campagnols. Le campagnol des prairies, qui est monogame et dont le mâle reste au nid après la naissance des petits, et le campagnol de montagne, qui lui est polygame et est infidèle et quitte le nid. Alors, que les campagnols qui vivent dans les prairies et les montagnes sont deux espèces différentes, ils vivent donc dans des biotopes différents et qu'ils aient des mœurs différentes, c'est normal. Mais ça a intrigué, une fois de plus, les Américains qui ont capturé les campagnols, ils les ont mis dans leur laboratoire, ils les ont mis dans des animaleries, ils les ont fait se reproduire, et ils se sont rendus compte qu'il y avait des différences dans le cerveau des campagnols, en l'occurrence, des différences dans une région qui est particulièrement sensible à une hormone qui s'appelle la vasopressine. D'où l'idée que la vasopressine pourrait avoir un effet sur le comportement de fidélité. Mais comment tester la fidélité en laboratoire? Pas de problème. On prend une cage dans laquelle on met une femelle campagnole anesthésiée. Parce que si elle n'est pas anesthésiée, elle risquerait d'avoir des signes d'attraction sexuelle pour le mâle qui se trouve là, à droite, dans l'autre cage. Là, la porte est fermée.
Et on va faire donc une injection intracérébrale directement de vasopressine dans le cerveau du mâle et voir ce qui se passe. Alors, après cette injection de vasopressine, on s'aperçoit que lorsqu'on ouvre la porte, le campagnol des prairies va renifler la femelle pendant 2 minutes, et après il va s'en désintéresser, on comprend pourquoi, tandis que le campagnol des montagnes, lui, ne va la renifler que pendant 1 minute. Donc, voilà comment, à 1 minute près, le gène de sensibilité à la vasopressine s'est transformé en gène de la fidélité. Alors tout ça apparaît quand même un petit peu grotesque, mais non, parce qu'en l'occurrence, cette étude a été publiée dans la célèbre revue Nature. Mais nous étions en 1999, en plein dans l'affaire Clinton-Lewinsky. Quelque part, ce n'était pas anodin que cette publication arrive à ce moment-là. Probablement que le président avait hérité du mauvais gène. Donc pour terminer, bon, j'espère qu'il est bien clair que l'objet de mon exposé n'est pas de nier les différences entre les sexes, mais d'essayer de replacer le débat sur un terrain le plus objectif possible, c'est-à-dire qui prenne en compte la biologie, mais aussi toute l'affluence de l'environnement social et culturel qui est là pour forger nos identités d'hommes et de femmes. Nous avons vu que le 19e siècle était le siècle où on a utilisé les mesures du crâne et du cerveau pour justifier la hiérarchie entre les sexes, les races et les classes sociales. Au XXe siècle, nos moyens d'investigation du cerveau ont fait des progrès considérables, en particulier avec la génétique et l'imagerie cérébrale, et nous avons pu mettre en évidence ces propriétés extraordinaires de plasticité cérébrale, mais manifestement, l'idéologie du déterminisme biologique est toujours bien présente, et donc la vigilance de tous, vigilance des scientifiques et des citoyens face au risque de détournement de la science est plus que jamais d'actualité. Et pour vraiment terminer, voilà une représentation de la fidélité, cette fois-ci la haute fidélité. C'est une œuvre d'art contemporaine qui est en totale contradiction avec tout ce que je viens de dire. Je vous remercie.